Bien, bah écoutez, on va démarrer. On va laisser donc venir au fil de l'eau, donc comme aujourd'hui, les chemins d'innovation, qui est une 5e édition, c'est toute la journée. Donc les gens viennent quand ils souhaitent, aux tables rondes qu'ils souhaitent, aux ateliers et débats qu'ils souhaitent, aux workshops qu'ils souhaitent et à la rencontre des startups. Aujourd'hui, je crois que pour nous, les chemins d'innovation, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Peut-être je vais laisser la parole à Jean-Pierre, puisqu'il y a 5 ans, nous nous sommes rencontrés, Comité Richelieu et l'Observatoire Comédia, et nous nous sommes dit, nous avons probablement une belle histoire à écrire ensemble. Quelle est-elle cette histoire? Nous n'avions rien pour nous rencontrer, nous étions dans des univers éminemment différents, toi et moi, nous dans l'Observatoire dans le monde de la communication et du marketing, beaucoup plus dans l'univers de l'industrie, donc c'était Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, qui est un homme d'ouverture, que tout le monde connaît très bien ici, m'a dit, écoute, non, je pense qu'on a des choses à partager ensemble. Et c'est peut-être autour de ces choses-là que je vais te laisser la parole pour resituer le contexte. Et puis après, je vous propose qu'on passe au programme de la journée et j'ouvrirai la table ronde. Merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 5e édition. Alors c'est vrai que ça mérite, quand on fait 5 ans, de revenir un petit peu sur la genèse et sur l'histoire. Je crois que quand on s'est rencontré avec Dominique, on partageait des univers qui n'avaient pas vraiment l'habitude de travailler ensemble, surtout d'organiser des événements ensemble. Et on a eu l'idée de mettre en œuvre ces chemins d'innovation parce que finalement, à travers le mot innovation, il y a des mouvements qui se passent dans les entreprises, dans les technologies, dans les sociétés, et que finalement, le maître mot derrière l'innovation, c'est le mot décloisonnement. C'était intéressant de voir d'ailleurs que quand on voit toutes les startups ou les PME qui se créent aujourd'hui autour de ce qu'on appelle le digital ou l'innovation en général, on a quand même un peu de mal à les mettre dans des catégories aussi sectorielles que d'habitude. Avant, on avait les trucs bien précis, les services, l'industrie, le commerce, etc., la communication. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec les métiers digitaux, on n'est pas du tout dans des segmentations qui sont aussi, fermées et imperméables que dans le passé. Et donc, il y a une communication, et je crois que le maître mot, c'est décloisonnement. Décloisonnement d'abord dans les secteurs d'entreprise. Le deuxième décloisonnement qui est intéressant, et c'est presque à l'origine de notre rencontre, c'est la notion d'open innovation. En fait, la grande leçon du début du XXIe siècle, c'est qu'on soit petit ou grand, on a peu de chances d'y arriver tout seul. Enfin, il y en a qui vont arriver des grands, d'ailleurs, qui y arrivent tellement bien qu'ils deviennent presque, je dirais, trop puissants. Mais si on se ramène à un niveau local ou à un niveau d'un pays comme la France, en fait, même les grands groupes reconnaissent que pour innover, il faut sortir de certains spectres de compétences qu'ils n'ont pas et que par définition, ils ont besoin de travailler avec des PME, de travailler avec des startups. Et réciproquement, des PME, des startups, elles ont besoin de travailler aussi bien entre elles qu'avec des grands groupes. Donc le décloisonnement se fait et ça a donné cette notion, je dirais, d'open innovation. Alors c'est important parce qu'on a décidé cette année, avec la médiation, qui est un partenaire historique d'ailleurs, commun à l'Observatoire Comédia et au Comité Richelieu, de mettre en place un livre blanc autour du POC, le Proof of Concept, le prototypage qui permet à 2 ou plusieurs acteurs de mettre en œuvre un prototype industriel ou de recherche ou d'innovation. Et quelque part, cette méthode de dialogue. On n'est pas sur un livre blanc qui va expliquer le process, comme on aurait fait dans une opération de lean manufacturing. Non, non. On explique comment il faut parler, comment on peut, entre guillemets, mettre en œuvre les choses en discutant simplement. Le troisième point sur l'innovation que je voulais citer, c'est que justement, l'innovation est également allée dans le champ du RSE. Ben oui, parce que finalement, avec quelque part ce qui se passe autour de l'écologie, du climat et de la biodiversité, on est quand même quand on est une entreprise, à se poser la question si l'innovation a du sens, aussi bien pour l'entreprise, mais dans le rôle de l'entreprise dans la société. Et donc, on commence à se dire que finalement, ça peut être utile d'avoir un rôle à travers l'innovation, aussi bien dans le business, mais également dans le cadre de la société. Bon, ça, c'est pour poser le contexte. Alors là, on a une table ronde, remarquable, qui va parler sur la prospective. Alors moi, je pose juste une question. C'est que, d'abord, deux questions. La première, elle est plus, on va dire, presque technologique. On est aux portes d'une révolution qui reprend en amalgame la 5G, l'IoT, l'intelligence artificielle,
la robotisation, enfin, tout ce petit monde, ce gros bouillon de culture ou de techno, va recomposer complètement la façon de faire les services, de lancer les produits, d'aller sur le marché, de gérer la donnée. Grande problématique d'indépendance territoriale et des pays, c'est la gestion de la donnée. C'est un des enjeux clés avec l'industrie et d'autres, et l'énergie. Mais la gestion de la donnée devient un point aussi important que finalement l'armement ou l'industrie. Et ça, c'est ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Et je pense que c'est un des vrais sujets qu'il va falloir quelque part que les politiques, les entreprises, les scientifiques puissent adresser ensemble. Et puis juste une dernière petite réflexion, mais entre guillemets, elle est juste à réfléchir entre nous. L'innovation, le mot innovation est apparu à peu près dans les années 80, grosso modo en même temps qu'apparaissait le digital. En fait, le digital a fait naître le mot innovation dans le sens où ce n'était pas de la R&D, c'était des changements de modèle, des changements de services. Et donc, plutôt que de parler de R&D, plutôt que de parler d'invention comme dans le bon vieux temps, on a commencé à parler d'innovation. En même temps, il y a un mot qui a complètement disparu du vocabulaire des gens, des médias, des politiques. Et ce mot, c'est le progrès. À partir des années 80 jusqu'à les années 2000, le mot progrès a disparu du vocabulaire des gens. Alors, par contre, le mot innovation, tout le monde en parle. Je dirais à tu et à toi. Le mot progrès a progressivement et il a été enterré, le mot progrès, avec le principe de précaution. Le principe de précaution qui, avec ça, je dirais, nous permet d'éviter les catastrophes, enfin surtout les responsables pour les catastrophes. Et c'est pour moi un des vrais sujets qui est posé. Mais là, il est plus ontologique, philosophique. C'est que quand on utilise des mots comme l'innovation, peut-être aussi il faut se pencher sur qu'est-ce qui cache ou qu'est-ce qui remplace. Mesdames et messieurs, merci pour votre accueil. On va céder la parole. Peut-être tu reprends pour expliquer le déroulé. Merci à toi, Jean-Pierre. Merci pour ton soutien depuis 5 ans. Et je crois qu'on a encore de belles histoires à écrire au cours de ces prochaines années. Alors, le programme de la journée, je le balaye très vite. Donc, des conférences. Donc, nous allons ouvrir d'un moment à l'autre notre première conférence. Je vous expliquerai dans quel contexte nous avons souhaité construire les chemins d'innovation cette année. On a le plaisir, on est flatté d'accueillir Marco Landi, donc qui sera par nous, qui nous fera une keynote. Et je vous invite à ce qu'on soit extrêmement concentré lorsque Marco aura à s'exprimer. L'innovation, pour quel avenir? Parce que je crois qu'on ne peut plus parler d'innovation si on ne dit pas pour quel sens. Et je vous invite tous à venir nous rejoindre ce soir. Je crois qu'on a une conférence qu'on a voulu disruptive, donc autour des valeurs, l'innovation. Pour quel avenir? Ça, c'est vraiment un sujet qu'on se doit de se poser. Je crois qu'on est dans un monde parfois très anxiogène. L'innovation fait parfois peur. L'IA fait peur. L'IoT fait peur. Tout ça, ça peut faire peur. Eh bien, je voudrais qu'on montre l'innovation qui nous fait du bien. Et qui nous fait du bien et qui résout les problèmes. Et là, on voit véritablement la valeur de l'innovation. Ce sera rythmé par les ateliers débats, donc réussissez votre POC. Donc mon ami, effectivement, Jean-Pierre, interviendra avec Jean Delalandre pour pouvoir animer cet atelier débat. Diversité métier, donc Hélène Campourcy, là aussi, m'accompagne depuis plusieurs années dans le monde de l'innovation, donc qui tiendra cette table ronde. Transformation des métiers, sujet qui nous tient à cœur à l'Observatoire. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur les chômeurs de longue durée. On est en train de beaucoup travailler sur le handicap. Je suis ravi d'avoir Bruno à mes côtés, Coste, d'Handicap International et de l'association Vivre, avec lequel nous travaillons beaucoup pour bâtir des programmes. Innovation et valorisation, Philippe Bernat, qui est notre fidèle au sein et administrateur au sein de l'Observatoire comme média, qui est notre guide en matière d'innovation, pour le parcours de confiance, moi je le dis toujours, et qui sait rythmer merveilleusement bien les travaux que nous menons. Et puis médiation et entreprise, on aura le plaisir d'accueillir Nicolas Mort, qui fera un débat d'échange avec nous pour voir en quoi la médiation continue à aider l'ensemble de l'écosystème qui est celui de l'Observatoire. 10 ateliers solutions se dérouleront, vous les voyez ici listés. Et puis, aller à la rencontre de ces 30 entreprises qui ont souhaité se présenter à vous tout au long de cette journée. Voilà ce que sera notre journée, vos commentaires tout au long de la journée. Après cette table ronde et l'intervention de Marco Landi, il y aura ici une installation d'un studio. Et tous ceux qui souhaiteront témoigner, partager, donner un point de vue,
eh bien, vous avez 1 minute pour nous convaincre tous. Donc, ils seront installés. Nos brillants donc, acteurs de l'image seront donc vous interviewer. Et donc, bien entendu, c'est important également qu'on recueille l'information pour qu'on puisse diffuser donc, au plus grand nombre d'entre nous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci à toi, Jean-Pierre. On te retrouve dans l'atelier. Donc, très vite. J'y arriverai décidément jamais, moi. Hein. Ça fait des années que ça dure, mais ça j'y arrive jamais. D'abord, Marie, moi, je suis ravi de t'avoir donc à mes côtés. C'est la 2e année qu'on ouvre ensemble les chemins d'innovation. J'en suis absolument flatté. Tu travailles beaucoup avec nous sur l'innovation et je suis vraiment ravi que tu sois parmi nous. Martin, tu as accepté de jouer le jeu avec nous. C'est pas facile d'être dans un groupe aussi important que le tien, qui connaît des profondes mutations, qui promet des changements de paradigme importants, et puis qui aujourd'hui, effectivement, l'innovation rentre dans une vraie dynamique économique, qui est celle que tu portes. Elisabeth, moi, j'ai beaucoup échangé avec ton président récemment, qui m'a recommandé que ce soit toi qui viennes nous parler d'innovation, que tu étais la plus habilitée. Tu couvres le territoire EMEA, tu es rattaché directement à Palo Alto, et tu as une lecture. Et quand on se reporte à Xerox, moi, j'ai toujours été bluffé par les innovations que vous avez su créer, mais aussi dans des moments où des disruptions importantes existent. Et Nisa, je crois que c'est intéressant de voir comment on peut prendre l'innovation en accompagnement avec très opérationnel avec des entreprises de vente, des startups notamment, sur lesquelles vous prenez donc effectivement des prises de participation. On a voulu cette table ronde très diversifiée, très, très différente. Moi, je voudrais poser un débat qui est le débat de la filière de la communication. Parce que la filière de la communication est quand même une filière importante. Hein. Je le répète, c'est 46 000 entreprises qui composent la filière de la communication. C'est 700 grands donneurs d'ordre qui consolident les 38 milliards qui sont investis en matière de marketing communication. Et c'est un monde qui est profondément chahuté. Profondément chahuté, peut-être nous ne le disons pas assez. Mais moi, pour le partager au quotidien, avec le monde des agences, le monde de l'événementiel, le monde des médias, le monde de la filière industrielle, c'est un monde qui est bouleversé. Il est bouleversé d'abord par les GAFA, GAFAMA, enfin on peut en rajouter Natix, allez on y va. On peut en mettre tous ceux qui sont les grandes plateformes, américaines et maintenant chinoises, et pas que. Donc ça, c'est un sujet important sur lequel il faut qu'on observe, et on voit bien les limites, qui attaquent tous les métiers de la communication. Google a intervenu maintenant sur les métiers de l'achat d'espace, mais simplement pour remplacer les DECO. Comme quoi, on peut le voir partout. Donc, je n'ai pas une critique, c'est une observation. Mais je crois qu'il faut qu'on l'ait en filigrane. Deuxièmement, le monde du conseil, les grands cabinets conseils. Alors, pas toi encore, Marie, mais d'autres acteurs du conseil ont appréhendé le monde de la communication. Quand on sait qu'Accenture est le 3e groupe publicitaire mondial, ça nous interpelle. Troisièmement, les acteurs de l'innovation qui disruptent les métiers de la communication, pour lesquels l'ensemble des acteurs de la communication, d'ailleurs nos adhérents eux-mêmes, parfois sont inquiets, soucieux, puisque tout d'un coup, ils se disent « mais mince, ils vont faire mon métier ». Et oui, ils font ton métier. Donc c'est le 3e. Et puis le 4e, c'est l'annonceur. Les grandes marques elles-mêmes réintègrent aujourd'hui des compétences et des savoirs. Le Club Med, je crois qu'il n'y a pas de Club Med ce matin, le Club Med, aujourd'hui, réintègre les médias chez lui. Voilà le monde de la communication de 46 000 entreprises, l'équation dans laquelle elles sont. Et elles-mêmes doivent aussi intégrer l'innovation. Marie, avant qu'on puisse ouvrir le débat, je voulais faire intervenir Michel, qui travaille beaucoup avec nous sous ta houlette, Marie, qui nous pose en 2 minutes le sujet qu'on a envie d'ouvrir dès à présent, et on laissera la parole à Marie. Cher Président Dominique, merci. Je vais laisser évidemment la parole plutôt à nos experts. Moi, je ne vais faire juste le troublion comme je le fais depuis 30 ans. Donc ça va être un plaisir. Merci, mesdames et messieurs. Oui, en 2 minutes, une fois n'est pas coutume, 3 idées qui ne sont pas issues de mon esprit, mais en gros de la chance que j'ai eue à travers KPMG de regarder ce que font nos confrères américains, parce qu'ils ont fait beaucoup de travaux sur ces sujets. Et nous-mêmes, on a essayé modestement de poser une petite pierre en allant interroger quelques top managers des grands comptes du CAC 40 et du SBF très récemment. Et voilà les 3 idées qu'ils m'ont suggérées, qui sont des réalités qu'ils vivent chez eux en matière d'innovation et création de valeur.
La première, évidemment, elle ne va pas vous surprendre, l'innovation est partout pour eux aussi, mais évidemment, ils se disent qu'elle doit être plus alignée, parce qu'ils constatent qu'elle est peu alignée par rapport à leur stratégie. Elle doit être beaucoup plus focus et beaucoup plus internationale, elle ne l'est pas encore beaucoup et pas très collaborative. Et enfin, elle doit être beaucoup plus centrique client, évidemment, mais centrée sur un peu plus de risques et de transformationnel, c'est-à-dire ce qu'on appelait traditionnellement la rupture. Aujourd'hui, ça représente même pas 10, 12, 13% en gros de l'impact innovation dans les grands groupes, et ils ont un objectif à 25, me disent-ils. Voilà un premier sujet sur l'innovation dans les 2 minutes. Un deuxième sujet qui est extrêmement important, puisque vous allez parler d'innovation et de création de valeur. C'est un sujet important, évidemment. Alors, valeur, tu le rappelais, je crois que Jean-Pierre le rappelait, économique et sociétale. Hein. Innovation, c'est sa définition depuis plus de 30 ans. Économique et sociétale, si malheureusement on l'a oublié. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus ? Un, qu'ils sont dans la capacité aujourd'hui de mesurer véritablement même leurs investissements d'innovation au sens large, au-delà d'une donnée macroéconomique qui consisterait à dire nous avons 1, 2 à 7 ou 8% sont les activités de notre chiffre d'affaires répartis dans l'innovation, mais dès qu'on descend un peu dans le concret, les applications et la création de valeur et l'impact que ça a sur la croissance, finalement, ils n'ont pas mis en place ces dispositions aujourd'hui, même s'ils s'y emploient. Et je pense que là, il y a une place extraordinaire, notamment pour les cabinets de conseil à prendre, parce que le lien entre création de valeur et innovation, c'est quelque chose de complexe. Et enfin, dernier point, les dernières idées qu'il me suggère, c'est de dire, écoutez, on parle beaucoup, en gros, d'innovation, et beaucoup sous le prisme, évidemment, des startups, et c'est important, même si ça représente moins de 3 à 4% de leurs investissements globaux, donc il faut quand même ramener les choses là où elles sont. Par contre, là où les startups sont extraordinaires pour elles, c'est pas tant dans la création des produits pour leur marché, c'est dans la capacité à les transformer en interne. Et de plus en plus, on voit, d'ailleurs chez nous, c'est un peu la même chose, on voit naturellement que ce sujet importe. Donc 3 idées. Innovation, oui, c'est important, il faut mettre plus de moyens, mais focus, aligné et centré client avec du risque. 2, oui, l'innovation, la valeur, bah oui, c'est bien, mais on ne sait pas vraiment la mesurer. Comment on fait, que fait-on et qu'est-ce que chacun peut observer chez lui. Enfin 3, oui, l'innovation par les startups, scale-up, c'est très important, et notamment pour transformer la culture, parce que l'innovation, c'est partout, et partout chez les gens, et donc chez les gens, les salariés. Et voilà en quelques mots, et j'ai tenu, je crois, les 2 à 3 minutes que tu m'avais accordées. Merci, Président. 4 minutes. Marie, peut-être, à toi de reprendre la main. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, moi, je suis également ravie à ton invitation de pouvoir être présente avec vous aujourd'hui. Et comme Michel le disait, on voit bien que l'innovation, ça a été parfois très réfléchi dans des entreprises qui avaient des départements de R&D, et l'innovation est sortie des labos pour prendre un pas beaucoup plus large sur l'entreprise. Dans d'autres cas, ça a été plus un effet de mode et de précipitation vers une communication où on a dit, voilà, il faut absolument innover, innover, innover. Et en fait, on a parfois perdu le sens même de l'innovation, avec plein de poches fragmentées dans l'entreprise, plein de poches d'innovation, donc à la R&D, mais aussi au procurement, mais aussi à l'expérience client, mais aussi dans les fonctions finances, etc. Et donc, ça donne l'idée d'une confusion, d'une fragmentation, effectivement, et les enjeux financiers investis, soit en personnel, soit en POC, soit encore en investissement technologique, sont quand même considérables. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quel sens et quel return sur investissement. Donc ça, c'est effectivement un thème sans doute infini à débattre. Donc on va essayer de donner des illustrations de cela. Ce qu'on peut faire aussi peut-être comme préambule, c'est que l'innovation, elle s'est focalisée ces dernières années sur la technologie, parce qu'en effet, les ruptures, elles sont arrivées de la technologie. Mais ce n'est pas qu'une histoire de technologie. L'innovation, c'est aussi transformer les façons de réfléchir, les façons d'embarquer cette technologie. Donc là, il y a besoin d'avoir un changement de paradigme. Donc c'est là où l'open innovation et le monde des startups apportent de la rupture dans les façons de réfléchir aux nouveaux usages et aux nouveaux services. Et puis enfin, il s'agit de changer les organisations et les cultures d'entreprise. Et encore récemment, voilà, un membre du COMEX d'un CAC 40 disait « mais nous, on fait beaucoup, beaucoup de choses, hein, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on fait réellement. Et on n'a toujours pas réussi, avec ces millions, ces centaines de millions dépensés, à avoir une culture de l'innovation. » Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'innovation, ce n'est pas quelques personnes dans une initiative quelconque ou dans un labo, c'est toute l'entreprise qui doit être en innovation perpétuelle,
avec un défi majeur qui est de trouver quand même de la disruption, donc au-delà du quotidien et du run. Et on sait que le temps est une ressource extrêmement rare. Marie, merci. Voilà, je pense que peut-être on va prendre l'exercice que j'aime bien. Moi, c'est 3 minutes chacun pour poser la question à innovation et création de valeur. Comment pouvez-vous, dans les secteurs d'activité aussi différents qui sont les vôtres, donc effectivement puiser cette création de valeur, sans oublier ce que disait Marie, qui est effectivement la dimension qui est celle du ROI, bien entendu. Martin, à toi de jouer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le secteur du retail est vraiment très emblématique de ce mouvement profond d'innovation et de création de valeur. Et se prête particulièrement bien au jeu de réinventer son métier, d'une part, et d'autre part, inventer les activités du futur. On est dans un secteur où l'horizon de temps est l'heure. Donc on a absolument besoin, déjà quand on teste des choses, on a des retours quasi immédiats. Donc c'est extrêmement motivant pour innover. On est sur un secteur qui est attaqué de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Donc forcément, ça pousse à être plus réactif. Et enfin, on est sur un secteur qui est, s'il n'est pas en décroissance, il est plutôt flat. Donc ça pousse aussi à rechercher les business du futur. Maintenant qu'on a dit tout ça, comment on fait ? Comment on fait, d'autant plus quand on n'est pas des industriels et qu'on ne fait pas de R&D, ou en tout cas on n'investit pas des milliards de dollars dans de la R&D sur des projets à 5, 10 ou 15 ans, contrairement à d'autres industries. Et là, on rentre vraiment dans ce qui est de plus intéressant aujourd'hui dans l'innovation et dans l'écosystème qui a été construit maintenant depuis des années en France et à l'international, des startups, de l'open innovation, qui est en fait au final une vraie réponse et un formidable outil, en tout cas dans le retail, pour se réinventer et pour pouvoir innover sans investir ces milliards de dollars sur des horizons de temps très éloignés. Elisabeth, 3-4 minutes pour poser innovation, création de valeur, toi qui as ce regard très international, très mondial. C'est vrai que nous, souvent, on regarde en France sous notre prisme, un peu franco-français. C'est un peu notre tort. Moi, je rappelle que la filière de la communication exporte 3% de son chiffre d'affaires. Donc ça situe quand même l'environnement de notre écosystème. Ton regard. Alors nous, à l'opposé de Casino, nous avons un centre de recherche. Nous avons beaucoup de R&D. Nous dépensons 1 milliard de dollars en recherche et développement. Mais j'allais dire, ça ne suffit pas parce que Marie l'a un peu évoqué. Il n'y a pas que l'innovation technologique, où c'est vrai qu'à Palo Alto, dans nos laboratoires, dans Xerox PARC, on invente le futur. Il n'y a pas que la technologie et il faut innover aussi pour un horizon un peu plus proche. Et aujourd'hui, c'est une vraie problématique aussi pour nous d'être disruptés, d'avoir un revenu plutôt en décroissance, en fait, dans le cœur de métier de Xerox qui est l'impression. Donc on est acteur au niveau de la communication de par nos machines, les presses numériques qui impriment des brochures, de par ces logiciels qu'on a pour créer des communications omnicanales, mais aussi omnicanaux ou omnicanales, et aussi de par ces services de communication, on est capable de gérer un flux entrant et sortant pour la communication, gérer la communication de nos clients, de nos entreprises clientes. Mais dans ce domaine-là, par exemple, on a toute une réflexion autour de l'organisation de la communication, de la culture aussi, comment on arrive à se transformer. Et pour nous, ce qui est important et ce qui n'a pas trop été évoqué encore, à part le POC partagé, et là, une petite aparté, c'est vrai qu'il y a un lancement qui s'est fait chez Xerox et avec nos partenaires entreprises qui s'appelle Startup Maker, pouvoir créer des POC ensemble, des POC qui peuvent servir aux entreprises de chacun. Mais à part le POC partagé, à part ces révolutions numériques qu'on a, et j'ai vu dans la liste des startups, par exemple, le papier connecté, il y a tellement de technologies qu'on a tous évoquées, mais à part faire des POC, à part ces technologies qui sont fantastiques, on a parlé un petit peu ce matin avant, mais il faut vraiment qu'on se pose la question sur le client. L'usage. Exactement. Le futur de la communication, qu'est-ce que c'est ? Avant, on avait une brochure la même pour tout le monde, on recevait la même chose, mais maintenant, on peut avoir une brochure plutôt vraiment personnalisée, dynamique, le contenu change, et je pense que c'est très important, et c'est ce qu'on a fait chez Xerox de plus en plus, de faire des groupes clients, de prendre le client et de vraiment de découvrir les problèmes et les solutions qu'on va pouvoir apporter.
Alors moi, j'étais très frappé. J'ai ici mon ami François Gouverneur, qui est un ancien homme de Xerox, qui était patron marketing, et qui souvent m'emmenait à Grenoble en me disant, Denis, je vais te faire découvrir des trucs incroyables. Alors j'allais avec mon François, bras dessus, bras dessous. Tu te rappelles, François, on passait des très beaux moments ensemble. Et puis tu m'as dit, tu vois, j'ai vu une photocopieur, il fait une copie, et tu peux programmer, 3 minutes après, tu n'as plus rien sur la copie. Je dis, c'est absolument génialissime. Tu m'arrêtes, hein, je déconne. Hein. Et on n'a jamais reparlé de ça. Et puis en fait, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? La problématique, qui est celle que pose Elisabeth, à mon avis, est un élément important. C'est de dire, oh, combien d'innovations géniales je vois. J'en ai vu avec Alexandre, on en voit à peu près 3, 4, 5 par semaine, différentes, des startups extraordinaires, toutes géniales, toutes géniales. Et la question sur laquelle on termine toujours, c'est de dire, et pour quel usage et pour qui? C'est qui ma cible? C'est qui mon client? Je crois que c'est un élément important et dans cet espace d'innovation et cette journée d'innovation, je pense qu'il faut qu'on reste extrêmement important. Je sais, Marie, c'est un sujet qu'on a regardé beaucoup ensemble sur le monde du marketing com, mais ça sert à quoi? Et tu me dis toujours la même question, pourquoi faire? Je crois que si on peut être aussi simple, c'est pas vrai, François, ce que je te raconte? C'est vrai, certes, François. Lisa, 3-4 minutes pour nous poser. Bonjour à toutes et à tous. En fait, le point commun finalement avec tous les acteurs qui sont ici présents, que ce soit KPMG, Xerox, Casino, c'est qu'on est tous victimes de la disruption. Et le point spécifique de La Poste, c'est finalement, nous, on ne pouvait pas se permettre le déni de la disruption. Ça fait un bout de temps que notre modèle historique est en cours de disparition. Et donc nous, dès le début, dès l'origine, depuis pas mal d'années, on est acteur de cette transformation parce que ne serait-ce que le déni, on ne pouvait pas se le permettre. Donc ça fait un bout de temps qu'on est acteur et l'innovation, elle est vitale pour nous. Donc qui dit innovation dit lien avec les startups. Dans mes activités autres que La Poste Services for Equity, je suis aussi le responsable des opérations de fusion-acquisition. Très vite, lorsqu'on veut innover, l'écosystème startup, c'est un impondérable. Or, on a vraiment du mal à appréhender cet écosystème. Au-delà du pitch, sur le papier, il y a un fit idéal, parce que vous avez l'industriel, sa puissance de feu, pour ne pas dire feu, sa puissance sur certains cas. Et sur les startups, vous avez l'agilité, la capacité d'innovation, et finalement, vous n'avez rien à perdre. Mais quand vous arrivez à faire un deal au final, c'est compliqué d'avoir un win-win sur ces paramètres-là. Quand on parle de métriques et d'analyse de création de valeur, qui est l'objet de notre thématique, je pense qu'il y a beaucoup de légendes urbaines sur le TRI net des fonds d'investissement. Je vous invite à regarder les statistiques de France Investissement ou de CalPERS. Les fonds de pension US publient leurs performances. Vous verrez que la performance finale de tous ces fonds d'investissement est au final proche de zéro. Donc, encore une fois, on est dans un écosystème bienveillant où on communique beaucoup sur les levées de fonds, mais à la fin, les entrepreneurs ne gagnent pas tellement. Ils sont assez rares par construction statistiquement. Les fonds d'investissement gagnent peu, leurs investisseurs gagnent peu, et les seuls qui s'en sortent finalement, c'est les leveurs de fonds. Donc, désolé un peu de rester un panorama assez sombre, mais c'est une réalité statistique sur un horizon de temps qui est assez long et sur 10 ans. Et donc, il y a des home runs et des performances incroyables qui finissent par des IPO dont on entend beaucoup parler, mais c'est le sommet de l'iceberg et ça ne représente pas grand-chose. Donc ça, c'est le panorama. Et côté La Poste, moi, je trouvais que c'était vraiment dommage qu'on n'arrive pas finalement à faire des choses avec des startups concrètes. Donc on a créé un fonds de service qui ne va pas justement dans les effets de mode de tous les corporates qui ont un fonds d'investissement où ils investissent du cash. Nous, on investit beaucoup plus. Finalement, on a investi du temps, de l'écoute et des services. On a 24,7 milliards du chiffre d'affaires et un paquet d'offres qui sont pertinentes pour accélérer le développement de start-up. Et donc, typiquement, les problématiques des start-up, à 90%, ça va être comment je fais pour trouver des clients. Ça tombe bien, dans notre groupe, on a une filiale qui s'appelle Mediapost, qui est un spécialiste pour générer des leads et faire de l'acquisition client. Les 20% résiduels vont être comment je fais pour faire évoluer ma roadmap. Je suis toujours sur des marchés concurrentiels, je dois faire évoluer ma roadmap. Donc, je dois créer et staffer les bonnes personnes. On a une filiale qui s'appelle Ametix, qui est le spécialiste du recrutement de tous les profils tech. Très vite, on arrive aussi sur des sujets data. Donc, si vous avez un business model qui est basé sur de l'optimisation de la data et de l'intelligence artificielle, on a une filiale qui s'appelle ProBayes, qui met en place des algorithmes qu'on peut vendre à la start-up.
Donc comment on fonctionne? On a un fonds de service qui met un ticket moyen de 200 000 et qui le fait en échange d'une prise de participation. Donc la proposition de valeur pour la start-up, elle est assez simple, il n'y a pas d'impact sur son cash et on devient actionnaire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a mis en place un vivier d'experts du groupe La Poste sur beaucoup de thématiques qui posent souvent problème aux startups. Donc ça va être la fonction financière, le contrôle de gestion, la trésorerie, la fonction juridique et la fonction stratégique. Donc ces salariés du groupe, on les met à disposition de startups. Et là aussi, on crée un win-win, puisque finalement, c'est des salariés qui sont ultra intéressés par des missions dans les startups. Ça leur change leur cadre et en même temps, c'est des experts sur le sujet. La startup y trouve un intérêt parce qu'elle n'a pas à financer cette ressource. Et nous, en tant qu'actionnaires, on y trouve un intérêt parce qu'une boîte qui a un contrôle de gestion versus une boîte qui n'a pas de contrôle de gestion, mathématiquement, on préfère quand même la deuxième option. Le troisième sujet, ça va être un sujet autour de l'accompagnement des BU. Elisabeth évoquait le fait qu'il y ait des POC. En fait, les POC ont du mal à fonctionner lorsque vous n'avez pas cette logique capitalistique. Quand vous avez une prise de participation au capital et que vous gérez le top management en lui expliquant que finalement, dans tous les cas, l'upside, il est géré, c'est beaucoup plus simple d'opérer et d'industrialiser les POC et pas d'arriver sur le syndrome que j'appelle POC-POC, où on fait un POC et au final, on se dit qu'on n'a pas pu se tromper, donc on refait un deuxième POC. Donc ces trois éléments de la proposition de valeur sont un peu notre réponse à ce panorama assez sombre. Et en même temps, on n'oublie pas d'être un industriel, parce que si quelque part, d'un point de vue synergique, ça commence à nous coûter trop cher, on peut toujours imaginer un M&A un peu plus classique, acquisitif, et là, on rachèterait. Mais on ne tomberait pas dans la case des deals qui ne fonctionnent pas, à savoir souvent, lorsque le corporate regarde la start-up, il a du mal à voir la différenciation des actifs, et il a du mal à appréhender le fit avec les fondateurs. Et donc là, ces deux sujets-là, quelque part, on les aura neutralisés dans la durée. Voilà comment nous, on a... Marie, tu voulais réagir? Oui, peut-être quelques remarques. En fait, on voit à travers les illustrations qui sont là quels sont finalement les objectifs, très différents parfois les uns des autres, et les mesures en fait, de création de valeur. On peut voir la nécessité de devoir innover pour repenser son expérience client et d'améliorer son time to market. Et là, on n'est pas forcément sur des retours sur investissement financier immédiat, puisqu'en fait, même pour garder un chiffre d'affaires identique, il faut continuer à investir. Et donc, en fait, la mesure ne sera pas la même. Pareil, sur le propos d'Elisabeth avec Xerox, il y a la nécessité d'investir pour pérenniser son activité, pour aller un cran au-delà et pouvoir rebondir complètement sur des nouveaux métiers de la communication. Donc, repenser complètement ces nouveaux services, ces nouveaux usages. Et donc là, je dirais la mesure de la création de valeur, c'est effectivement quels sont les nouveaux services qu'on peut mettre sur le marché, à quel horizon de temps, comment on peut accélérer le développement de ces services, comment on peut prendre une prime en étant celui qui va innover dans tel ou tel usage. Donc là, on voit que ce n'est pas forcément financier seulement, il y a aussi une question de rapidité. Et puis pour Nizar sur la Poste, là on voit qu'il y a effectivement des paramètres très financiers, mais au-delà de ça, si la Poste innove, c'est parce qu'il y a des enjeux de réputation, il y a des enjeux d'attractivité, il y a des enjeux de recrutement, de nouvelles compétences qui, s'il n'y a pas j'allais dire, de poche d'innovation ou de culture d'innovation et d'initiative d'innovation, ce sera quand même très compliqué de repenser la façon dont elle se projette sur le marché, que ce soit le marché et la marque employeur, le marché des talents, ou bien même auprès des grands acteurs B2B qui peuvent effectivement trouver des solutions agiles. Alors, Marie, moi, j'ai quand même une question, parce qu'on parle beaucoup d'innovation. Tu en disais quelques mots tout à l'heure en sous-jacent. Je vais me reprendre ton sous-jacent. Moi, je suis quand même frappé de constater que le poids de l'investissement en innovation par rapport aux entreprises est de quel poids? Martin, tu investis combien en innovation sur ton chiffre d'affaires? Ça va être compliqué de donner, de donner un chiffre. Tu n'es pas obligé de répondre, Martin. Non, mais évidemment, c'est assez faible en direct. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se pencher sur quels sont les outils aussi d'investissement dans l'innovation et les outils de création de valeur. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très dur de donner un chiffre. Hein. Il y a beaucoup d'outils d'innovation. On en voit un, notamment par Nizar via le Corporate Venture, même si c'est sous une forme très, très particulière.
On le voit aussi sous la forme de la R&D, donc c'est aussi beaucoup plus quantifiable. Et puis enfin, il y a les alternatives aussi. Ça va être le co-développement, encore une fois, avec des acteurs, principalement des startups, mais pas que. Ça va être aussi la création de joint venture, encore une fois, avec des partenaires. Donc c'est aussi une autre forme d'investissement, investissement humain aussi dans l'innovation. Donc en fait, c'est dur de donner une réponse, mais je pense qu'il y a de nombreux outils. Au final, la somme est bien entendu de plus en plus conséquente. Oui, mais ça ne me satisfait pas complètement, vous vous en doutez bien. Enfin, c'est une bonne réponse, mais pas vraiment. Moi, j'ai un problème de fond, moi, qui se pose sur notre univers de référence, qui est celui du marketing et la com, dans lequel tu interviens, hein, Elisabeth, et sur lequel on travaille. Aujourd'hui, je disais, c'est 38 milliards le point de le marketing et la com. Vous imaginez 5 secondes, si 10% de ces sommes-là étaient investies en innovation, ça pèserait combien ? Pas très compliqué, 3,8 milliards. Plus que ce qui est dépensé au profit des GAFA, des Google, Apple, Facebook et Amazon. Et cette puissance vive économique, elle est nationale. Alors je ne sais pas, du franco-français un peu quand même, hein, mais pas que. Mais on voit bien qu'on change le paradigme tout d'un coup. Mais on n'y est pas du tout. C'est une erreur. Parce qu'aujourd'hui, le poids de la dépense marketing com sur l'innovation et les acteurs innovants, il est inférieur à 1%. Michel, on avait cherché à l'évaluer. On n'a pas un problème, là, entre la posture, le discours et la réalité ? Elisabeth ? Donc, Xerox a investi $1 milliard, mais avec notre joint venture. Donc, en fait, Fuji Xerox met aussi un demi-milliard. Sur un chiffre d'affaires de 10 milliards. Donc ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ce qui est important en discutant effectivement avec KPMG, on s'aperçoit qu'il faut vraiment regarder exactement où c'est dépensé. C'est dépensé en général à travers toutes les entreprises et comme la nôtre, quand même à 80% dans ce qu'on appelle Horizon 1, c'est-à-dire que la recherche et développement pour le cœur de métier. C'est un cœur de métier qui ne va peut-être plus exister dans quelques années. Donc il faut même si notre pourcentage d'investissement dans notre recherche et développement et innovation, c'est un chiffre élevé en termes de pourcentage, il faut vraiment bien investir sur ce qu'on appelle l'horizon 2, horizon 3, construire le futur. Et pas seulement sur l'horizon 3, parce que l'horizon 3, ça arrivera dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais sur l'innovation immédiate, avec pas seulement la technologie, mais des business models. Donc finalement, ce chiffre, j'ai envie de répondre à Dominique que finalement, ça ne suffit pas d'avoir un chiffre. Il faut aussi qu'on investisse vraiment sur des solutions pour Horizon 2, des solutions, des nouveaux services pour les années à venir, mais dans les médias. Je comprends, mais quand on est start-up, et il y en a un certain nombre dans cette salle, hein, quand on est start-up, on a besoin de signer des bons de commande tout de suite, on a besoin de faire du chiffre d'affaires tout de suite. Et on a besoin de grandir. Et on a besoin de rentrer du cash. D'accord ? Ça, c'est la réalité économique d'une start-up. Alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais c'est quand même la réalité. C'est ce que je vis avec vous, et Alexandre vit avec vous, et Paul, tous les jours. Donc on a besoin de rentrer du cash. Et puis on s'aperçoit quand même que lorsqu'on regarde le curseur, le chiffre d'affaires qu'il réalise, nous avons quand même 5 ans maintenant de retour d'expérience, Jean-Pierre, sur le sujet, n'est-ce pas ? Le poids d'investissement est éminemment faible. Éminemment faible. Et on veut créer des champions internationaux et mondiaux. Moi, je te pose la question, Marie. Comment peut-on créer en France, et j'en parlais avec Marco qui va nous dire des choses tout à l'heure passionnantes, hein, en disant lui, il veut qu'on soit des champions européens. Hein, c'est ça, Marco. Hein. Donc, je pense, comment pouvons-nous, faut qu'on soit lucide. Hein. Ici, il y a des annonceurs, il y a des acteurs de la filière, il y a des startups. Hein. Je crois que cette équation, il faut qu'on y réponde. Pour la salubrité de l'écosystème qui est le nôtre, qui est les 38 milliards, hein, je rappelle quand même. Donc, comment, si on reste à ce rythme-là, moi je peux vous le dire, sans concession aucune, on va voir les startups crever les unes après les autres. La vitesse d'appropriation d'innovation par l'ensemble des grandes marques et des grands corporates est beaucoup trop lente. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, parce qu'on est en train là de détruire. On ne crée pas de la valeur, mais on détruit la valeur des sociétés innovantes. Marie, en fait, peut-être que sur le marché, faire un truc pour nous. Sur le marché comme sur les entreprises, en fait, au-delà du montant total investi, c'est surtout qu'il est très fragmenté.
Donc dans l'entreprise, on voit qu'il y a tout un tas d'équipes qui travaillent sur l'innovation, mais parfois elles s'ignorent les unes les autres, parfois elles sont en concurrence. Et en fait, on a, parce qu'en France aussi, on n'a pas un appétit fort pour le risque, on n'a pas une culture de l'échec dont on peut apprendre et rebondir. Et donc, en fait, on va fragmenter les projets, les investissements, fragmenter les équipes, avec parfois des baronnies aussi, il faut le dire. Donc le décloisonnement, il est absolument vital dans l'entreprise et au-delà de l'entreprise. Donc travailler avec ses clients, travailler avec ses partenaires, c'est déjà une première réponse à un investissement plus efficace. Et puis au niveau international, effectivement, tant que l'Europe ne se construit pas par des projets, par des initiatives, ou comme le disait Michel, il y a un maître mot qui est le focus, eh bien, on ne va pas créer des géants nationaux. On va perdre une opportunité de créer une souveraineté européenne. Tu le disais, entre les US et la Chine, l'Europe devient quand même un peu faible, un peu fragile et totalement vulnérable. Et donc, soit on met un peu notre ego au fond de notre poche et on construit des ponts entre les différentes initiatives européennes, on crée des pôles de compétitivité ou d'excellence, comme on voudra l'appeler, où on agrège ces compétences avec une vision d'un succès commun, donc avec un partage, avec une gouvernance, où il y a des personnes qui veulent construire plutôt que d'avoir, je dirais, des investissements, des chiffres à elles-mêmes. Et là, on a une première piste. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais ça veut dire que si on continue de façon fragmentée, on y arrivera. Alors là, certainement pas. Et c'est plutôt du gaspillage et de la dépense que de l'investissement. Nizar. Je pense qu'il y a le fondamental, il est culturel. En fait, les transfos mettent du temps à s'opérer. Et moi, je trouve que c'est plutôt positif, finalement, cet écosystème qui continue d'avancer au-delà des chiffres, même si les chiffres pourraient être améliorés. Mais ne serait-ce que la posture d'entrepreneur a plutôt pas mal évolué. Il y a 10 ans, un entrepreneur, c'était quelqu'un qui n'avait pas trouvé son boulot ou un chômeur déguisé. Et là, c'est quand même plutôt bien vu aujourd'hui d'être entrepreneur. Et ça repose beaucoup de questions, même sur les success stories. Mais c'est plutôt un pas positif. Je pense que la réponse, je suis assez d'accord avec Marie, elle devait être européenne sur la partie internationale. Les meilleures startups aux US ont des parcours fléchés, ne serait-ce qu'aux US. Donc typiquement, quand Uber commence, il sait, première levée de fonds, quelle ville il doit attaquer. Deuxième levée de fonds, comment il fait pour bâtir un modèle sur plusieurs géographies. Et très vite, ils ont conscience de s'ils ne sont pas sur 2 géographies, ils n'existent pas. Ce qui n'est pas du tout que dans la culture des boîtes françaises qui lèvent même des montants significatifs. L'internationalisation, c'est toujours vu comme une source d'anxiété et de problèmes, ce qui est lié au fait qu'il n'y a pas de parcours fléché. Donc, typiquement, vous êtes un éditeur ou peu importe, vous levez pas mal d'argent, vous êtes vraiment perdu. Il y a beaucoup d'aides qui existent sur la partie locale, hein. BPI, l'écosystème met beaucoup d'argent sur la partie domestique en France. Il y a peut-être même trop d'argent finalement en France. Mais dès que vous êtes sur un accompagnement sur la partie européenne, là, vous commencez à cocher beaucoup de cases qui n'existaient pas et vous perdez beaucoup de temps. Or, le temps que vous perdez quand vous êtes une start-up, c'est du focus que vous ne mettez pas et c'est aussi ça qui va finir par vous tuer. Donc, je pense que la réponse culturelle, c'est la transformation, c'est des petits glaçons dans une baignoire pleine, chaude. Donc, ça met un peu de temps et c'est compliqué de dire tout de suite on veut que ça baisse. Moi, j'étais frappé lorsque j'ai échangé avec Martin et j'en ai parlé à Marie. Je lui ai dit, c'est ce qu'il m'a dit, Martin. On est un centre de coûts. Il est patron innovation monde de ce groupe Casino. Il me dit, alors je t'ai pas réagi, mais j'attendais de le faire aujourd'hui pour que tout le monde entende ce que tu as à répondre. J'étais assez attristé, c'est peut-être pas le mot, mais choqué. Comment ça, tu es un centre de coûts? Mais tu crées de la valeur partout, c'est quoi cette histoire? Non, c'est une perception. La perception aussi de l'innovation peut être, effectivement, l'innovation est un centre de coût. D'où aussi la problématique du jour qui est innovation et création de valeur. Et c'est fondamental parce qu'effectivement, pour changer cette perception, on se doit de créer de la valeur, c'est intrinsèque à l'innovation. Et donc, en tout cas, comment justement créer de la valeur? Pour moi, une des réponses, c'est de faire aussi de l'innovation appliquée, de l'innovation visible. Et donc, ça passe par
ça passe par des projets visibles, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en tout cas chez Casino, on est avant tout une équipe opérationnelle. Et ça, c'est assez particulier. L'équipe innovation, on est tous des chefs de projet. C'est-à-dire qu'avec des profils très différents, on est là pour prendre en main des projets, les déployer, et des projets généralement qui ne pourraient pas être initiés ou pilotés par les différentes business units du groupe. Et ça, c'est vraiment une méthode de travailler complètement différente, ce qui permet de faire émerger des vrais projets structurants et aussi de prouver aussi en interne, bien entendu, à commencer par l'interne et aussi en externe, la création de valeur. Donc ça va de projets sur l'expérience client avec l'ouverture de nouveaux concepts de magasins comme le 4 Casino à Paris. Ça va aussi de créer des nouvelles business units, des nouvelles activités du groupe complètement hors core business. Et là, c'est hyper facile à suivre et à monitorer. C'est une nouvelle business unit, quelle va être son PNL, quelle va être sa profitabilité. Donc voilà, donc pour moi, c'est fondamental justement pour complètement changer cette perception de passer d'un centre de coût à un centre de... Si ce n'est pas un centre de profit, en tout cas un centre de création de valeur, parce que comme on l'a vu aussi, la valeur ne passe pas uniquement par le profit. Elisabeth ? Moi, je dirais qu'il faudrait remplacer le mot coût par investissement, parce qu'on investit sur le futur, chacun d'entre nous qui sommes dans ces départements d'innovation. Et je rejoins ce que disait Marie, la nécessité de mutualiser. C'est vrai que nous aussi, dans notre entreprise, on a plein d'innovateurs, on a des gens qui innovent sur les offres existantes, des gens qui innovent sur les offres plutôt du futur. Et c'est une grande entreprise, donc il y a des innovations de partout. Mais l'innovation, autant la consolidation interne est importante, mais aussi la consolidation externe, ou rejoindre en fait force externe en externe, c'est-à-dire ces startups, je reviens à ce que tu disais, les startups qui peinent, sans des fois approcher des grandes entreprises qui n'ont pas le même rythme, qui ont plein de processus compliqués, de processus d'achat, etc. Il y a cette solution peut-être de mutualiser un petit peu, et je reviens à cette idée de mutualiser l'époque. Pourquoi pas mutualiser des use cases. On a tous peut-être des cas d'usage qui vont permettre d'être adressés par une start-up. Donc on pourrait aussi faire cette approche de mutualisation aussi en externe pour qu'on puisse bénéficier de ces start-up. Philippe Bernat, médiation, mutualiser l'époque, ça t'évoque quoi ? Parce que je n'ai pas compris. Ça m'évoque déjà une prise de conscience sur la vision que chaque directeur de projet lié à un POC a, et le fait qu'il puisse le partager avec d'autres qui ont des idées en convergence avec le POC qu'il est en train de mener, d'accepter de partager des startups avec lesquelles on va travailler, d'accepter de partager des retours sur investissement et des succès, mais je pense également d'accepter de créer un écosystème, de mettre du dialogue et de la confiance de façon à ce que chacun puisse avancer en parfaite convergence. Et je pense que c'est formidable, mais c'est un sacré deal, et il ne faut surtout pas se tromper, parce que ça pourrait créer beaucoup plus de déception que d'engouement. Mais je pense que c'est vraiment le POC au carré, quoi. Je pense que c'est une excellente manière, finalement, de motiver l'après-POC. Alors, il y a le POC-POC, j'ai bien entendu, mais il y a le POC au carré. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça crée une dynamique, et puis ça crée du liant, et ça fait bouger l'ensemble des équipes les unes avec les autres. Marie, comment tu réagis à ça, donc à cette dimension-là, du POC ? Je pense qu'en fait, effectivement, créer un écosystème, échanger, partager, aller ensemble voir des donneurs d'ordre, finalement, c'est une vraie piste. Donc c'est aussi pour cette raison qu'il faut profiter de ces journées de l'Observatoire, pour que vous puissiez échanger, voir comment vos offres se complètent les unes les autres, pour proposer, disons, un parcours à vos clients potentiels beaucoup plus large. De la même façon, même en étant un cabinet qui investit aussi beaucoup à la fois sur la technologie et sur les talents, nous-mêmes, on a besoin, dans les sollicitations de nos clients, d'apporter autre chose que nos propres savoir-faire internes. Et donc, on y va aussi parfois avec d'autres cabinets qui complètent nos offres, des startups qui apportent des solutions agiles. Et là, on est aussi beaucoup plus opérationnel pour nos clients. Donc effectivement, travailler ensemble,
c'est vraiment ça, enfin, je dirais le futur, et de même que le futur de l'entreprise, je pense qu'elle est il est plutôt sur la raison d'être de l'entreprise et ce qui fait sa mission, plus que dans un territoire bien délimité qui ne serait pas ouvert sur l'extérieur. On va être vraiment des entreprises plateformes demain. Et donc, c'est l'objectif d'avoir des écosystèmes beaucoup plus ouverts et nourris les uns des autres. Alors ça suppose effectivement, et je retiens ce mot au centre de tout, c'est la confiance. Tant qu'on n'ira pas en confiance parce qu'on a une vision partagée de ce qu'on vise, d'un objectif, ce sera compliqué, et les startups, les grands groupes ne se parleront pas autant que cela. Même les corporates entre elles, parfois, elles fonctionnent très très bien dès lors qu'il y a de l'intuitu personné. Souvent, c'est ça. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de projet. C'est un peu ça le sujet. Donc, nous aussi, chez KPMG, on a vocation à accompagner les startups comme les grands groupes dans cette transformation à la fois technologique et humaine. Et donc, on essaye de faire des ponts entre les startups et nos grands groupes, entre les grands groupes eux-mêmes. Parfois, ils se regardent, parfois, ils se parlent, mais ils ne travaillent pas forcément encore ensemble. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une vraie piste. Je voudrais continuer un petit peu sur cet échange et à la réponse à la question que tu m'as posée. Il y a un autre élément qu'il faut intégrer quand même, c'est que la convergence d'époque, ça peut avoir une conséquence qu'il faut bien comprendre et qu'il va falloir bien expliquer aux entrepreneurs, aux start-upers. C'est et éventuellement le besoin de créer des build-up en conséquence d'époques réussies. C'est-à-dire que si on fait converger d'époques, qu'on amène une expérience client différente et qu'on n'est pas capable de répondre par une réponse industrielle ensuite à un déploiement, alors là c'est très déceptif. Ça veut dire qu'en même temps qu'on va être en mesure de créer cette logique de convergence d'époque que je trouvais vraiment excellente, il faut préparer les start-upers à envisager éventuellement de vraiment travailler ensemble et de créer des structures communes pour passer à l'étape d'industrialisation. Sinon, on n'a fait que la moitié du chemin, et ça, c'est pas bon. Je peux juste effectivement rebondir et acquiescer avec vous. En fait, aujourd'hui, les grands groupes, ils ont un sujet, c'est le passage à l'échelle. Et comme ça va très très vite et que finalement, même un POC, il est rendu obsolète dès lors qu'il est conclu, on va dire, il y a toujours la volonté de rechercher le POC suivant et le modèle idéal. Or, si on fait ça, on fait que des POC. Et il n'y a aucun passage à l'échelle. Donc parfois, il vaut mieux faire un arrêt sur image, se dire ce POC a montré, ou cette convergence de POC a montré son efficacité. Eh bien, on passe à l'échelle et ensuite on construira la deuxième étape. Mais sinon, on n'arrive jamais à ce que ces initiatives vraiment infusent l'entreprise et le marché. Nizar, moi j'ai une interrogation. Tu disais, si j'ai bien compris, ou j'ai peut-être pas tout compris, que effectivement vous mettez un ticket de 200 000 donc, dans les boîtes. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Comment ça se traduit d'une façon opérationnelle? Comment ça s'accompagne dans le temps? Et comment, je dirais, on a les différents phasings? Parce que c'est bien un petit peu d'argent, mais... En fait, c'est le 200 000, c'est un ticket moyen qui ne veut pas dire grand-chose, mais on va parler finalement d'un premier deal. On a mis un ticket de 200 000 dans une startup qui s'appelle Jax, qui travaille sur des boutiques virtuelles. Et leur modèle, c'est baladez-vous dans un site e-commerce en utilisant la techno qui est la même que celle de 3D Street View. Leur valeur ajoutée, leur brevet, c'est plutôt la capacité à gérer des stocks en temps réel. Donc leur proposition de valeur pour un site e-commerce, c'est il n'y a jamais autant de sites e-commerce. Pour autant, l'UX, c'est toujours un peu la même. Et ce qu'ils vendent, c'est du temps de cerveau disponible et de l'attention. Ce qui nous intéresse dans cette boîte, c'est tout ce qu'on peut être amené à faire d'un point de vue synergique en utilisant leur techno et nos actifs, notamment nos offres courrier. Comment on les accompagne? Ils avaient une problématique de génération et d'acquisition client. Donc on a, toute la première phase, c'est vraiment de l'écoute. Parce qu'on n'a pas une logique on a des offres standards qu'on vient défalquer sur votre besoin, quoi qu'il soit. On fait vraiment de l'artisanat. Et notre but est de comprendre leurs problématiques opérationnelles et comment on peut les aider avec nos actifs. Donc on les écoute. En l'occurrence, ils avaient deux problématiques, donc génération de leads et acquisition client. Et ils avaient une problématique de, justement, on va créer un pic de charge d'activité avec les leads qui arrivent. Et donc, ils ont besoin d'absorber la roadmap d'un point de vue développement. Et donc d'avoir 2 développeurs pendant 6 mois dans une logique de régie pour travailler sur cette évolution de roadmap. Donc on voit bien qu'il y a finalement un cercle vertueux.
Parce qu'on va créer la génération de leads et l'acquisition client, il va falloir le traiter en point de vue roadmap. Et donc ça nous fait un fameux ticket à 200 000 € sur lequel on va suivre toute la partie implémentation de l'offre. Donc on fait des points réguliers tous les mois. On a une place au board et le but, c'est de s'assurer que le client Julien soit satisfait de ce qu'on a implémenté pour lui. Ça, c'est vraiment clé dans le modèle. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le média for equity. Un des sujets qui a fait que le média for equity ne s'est pas tellement développé, c'est qu'il y avait des offres qui étaient souvent des encarts invendus et qui étaient assez déceptifs au final. Donc typiquement, vous êtes un groupe de médias, vous avez des encarts invendus qui dorment, plutôt que de les laisser invendus, vous allez les revendre à des startups. Or, c'est vraiment la théorie du signal. S'ils sont invendus, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et s'ils ne trouvent pas de clients, ce n'est pas en collant ça à une startup que vous allez créer un cercle vertueux. Notre approche, elle est très différente parce que nous, on a un PNL, on paye les BU avec du vrai cash et donc on s'assure de la défense de notre client. Donc nous, on gère un compte de résultats et on a du cash à déployer. Et le cercle vertueux, il va aussi dans la constatation du chiffre d'affaires. Encore une fois, on évoquait les KPI, ce n'est pas que des KPI financiers, mais il y a une logique de cercle vertueux. Et pour embarquer des BU, c'est bien d'avoir des clients qui payent. Et nous, on défend les clients qui payent. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être la mise à disposition des salariés du groupe. Donc là, nos KPI ne sont plus des KPI financiers. C'est de s'assurer que les personnes qui interviennent dans la startup soient satisfaits et qui soient vraiment contents d'avoir fait cette mission. Et donc, qui reviennent dans leur écosystème et dans leur job classique en se disant voilà, j'ai fait une mission d'immersion dans une startup, j'ai appris plein de nouvelles méthodes de travail, c'est vraiment quelque chose de cool et de positif, et c'est quelque chose qui va participer à faire un changement de l'intérieur. Le troisième élément, c'est les synergies, on l'évoque. Donc là, on suit l'implémentation des synergies et on s'assure justement que la startup reste focus. Donc toutes les personnes dans le groupe La Poste, on est vraiment sur cette logique-là ils ne parlent qu'avec des personnes sur lesquelles il y aura un débouché et sur lesquels tous les sujets, même les sujets de test, soient très, très, très cadrés. Il y a un élément clé dans la partie culturelle, c'est que dans la façon dont on appréhende les startups, il y a souvent un prisme du corporate qui utilise la startup comme une SS2I, en leur disant ma priorité c'est ça, il va falloir que vous développiez ça, et à la fin la startup commence à se staffer uniquement pour le corporate, et vous tuez dans l'œuf ce que vous voulez faire, parce que la valeur d'une startup, c'est sa capacité à éclater un marché tout seul, en stand-alone. Et donc nous, on est vraiment vigilants à ce qu'ils continuent à performer sur leur business plan stand-alone. Bien sûr, on va implémenter les synergies qu'on avait pré-identifiées, parce que tout le but, c'est quand même d'aller que sur des startups qui présentent un intérêt stratégique. Si c'est des terrains de jeu trop éloignés qui ne nous intéressent pas d'un point de vue stratégique, on ne pourra pas embarquer les BU pour faire des collaborations concrètes. Voilà comment chez nous ça fonctionne. Merci Nisa. Marie, tu voulais rajouter un point ? Oui, je veux peut-être rajouter un point pour parler de l'innovation qui n'est pas uniquement sur des services, des modèles stricto sensus dans le profit de l'entreprise, mais qui ont une dimension sociétale ou environnementale, sans, dévoiler ce que vous allez évoquer dans la conférence de cet après-midi. Et dans les métiers de la communication, c'est particulièrement important de l'avoir bien en tête. C'est que la dimension environnementale aujourd'hui, c'est le risque, ou le sujet, l'enjeu numéro 1 sur l'agenda des CEO. Les chefs d'entreprise dans le monde, on en a interrogé 1300 l'année dernière. Le premier élément, la première dimension, c'est le risque environnemental. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les nouveaux usages, les nouvelles expériences, les nouveaux produits, inclure cette dimension, c'est absolument décisif parce que derrière, effectivement, vous allez répondre à un enjeu numéro 1 qui est aujourd'hui très, très mal adressé. Il est plutôt de l'ordre de l'intuition aujourd'hui. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante dans laquelle il y a énormément d'innovation. Et je suis sûre que dans cette salle, il y en a aussi beaucoup que j'ignore malheureusement. Mais ça, c'est des éléments extrêmement importants. Et nous, on a vu des startups incroyables avec vraiment des moyens très limités, mais qui ont repensé la façon de s'adresser à leurs clients ou de porter un produit sur le marché. Ça, c'est une dimension. Et puis la dimension sociétale aussi, elle est, comme l'environnement, très important. Non pas seulement en termes de réputation, mais en termes de marque employeur. On est très sensible à ça. Chez KPMG, rien qu'en France, on recrute à peu près 2400 personnes par an. On a un modèle qui est vraiment basé sur un turnover fort. S'il n'y a pas de sens sociétal, environnemental, s'il n'y a pas d'impact et donc aussi d'externalité positive, donc là c'est une autre mesure de création de valeur, eh bien il n'y a pas de recrutement de talents de bon niveau. Et donc ça aussi, c'est un axe d'innovation extrêmement fort. Et je pense que dans vos métiers, c'est particulièrement important de prendre cette dimension
en compte pour pouvoir faire la différence? Merci Marie. Moi, je voulais partager un point avant de passer à la clôture, parce qu'il va falloir qu'on passe et puis on va avoir le plaisir d'accueillir Marco. Je voulais partager avec vous une lecture récente, qui est la levée de fonds de Miro, qui a levé, vous savez, 260 millions, Marie, je ne me trompe pas, de Miro. Ça m'évoquait quoi, moi, Miro? Lorsque nous avons fait l'étude économique et financière à l'Observatoire, c'était il y a près de 10 ans, n'est-ce pas, Alexandre? Sous l'égide d'ailleurs du ministère, avec Altares, ici présent. À l'époque, on m'avait dit, mais j'aimerais voir, c'est ce qui était voulu par le médiateur du crédit de l'époque, mais voir quelles étaient les ruptures que ton métier a connues depuis 2000. On avait fait l'étude. Et on avait séquencé 19 secteurs d'activité. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte à 2000 qu'en ce moment, il parle d'autre chose? Non, vous allez voir de quoi. On avait regardé ce qui s'était passé en 2004. On avait vécu la plus grande rupture, c'est la rupture de Kodak. On est passé de l'argentique au numérique. Tu te rappelles, François, on avait creusé les chiffres. On faisait 1 milliard et en 2004, on est tombé quasiment à 50%. Le périmètre de l'achat d'art en France, par l'impact du numérique. Là, aujourd'hui, le périmètre de l'achat d'art en France, il est de 400 millions d'euros. Et on vient de financer une boîte, Miro, qui est en fait une plateforme d'achat d'art, qui va ubériser, disrupter, je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'achat d'art dans le monde, puisque lui, il est mondial. Et donc, voilà les transformations brutales qui ont eu lieu. Un point technologique qui était de l'argentique au numérique, et là, l'arrivée d'un nouvel acteur qui va disrupter d'une façon importante un métier aujourd'hui. Voilà. Maintenant, ça renvoie à le sujet de la valeur. Pour quelle valeur? On peut quand même se poser la question. Voilà ce que je voulais vous dire, mais je crois que ça doit nous interpeller dans les mutations et les évolutions que nous rencontrons et que nous évoluons. Je voulais vous remercier à vous tous pour rester avec nous aujourd'hui, toute la journée, pour ceux qui pourront, ceux qui ne pourront pas, tant pis. D'abord, on doit applaudir donc, cette implication qui est celle de ces acteurs à nos côtés. Merci à vous.